Bienvenue à cette seconde partie de votre émission Avis de la Diaspora sur FM Liberté, la première radio de la diaspora africaine, et surtout sur Afro Web TV, où vous nous suivez sur notre chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et nous recevons pour vous et chez vous Monsieur Yemi de Souza, économiste, stratégiste et enseignant-chercheur aux États-Unis. Alors dites-nous, Monsieur Yemi de Souza, on parle avec vous donc des questions monétaires et ses enjeux en ce moment. Et est-ce que la création monétaire sans créance peut-elle pernicieusement donc être utilisée pour payer purement et simplement donc les dettes et des dépenses de l'État? Ok, c'est intéressant. Les gens pensent par exemple que quand l'État dépense, l'État dépense en l'air et que les dépenses de l'État ne produisent rien. Non, les dépenses de l'État contribuent à l'économie. Je donne un exemple concret. Trouvez, si vous allez dans une ville où il y a une garnison militaire, comprenez que les militaires qui sont là, ils touchent de l'argent. Le jour où on va fermer cette garnison militaire, vous allez voir que l'économie de cette localité va s'effondrer. Parce que les gens n'ont pas l'argent pour dépenser, donc les petits commerces qui sont là, qui sont autour de la garnison, vont s'écrouler parce qu'il n'y a plus d'acteurs économiques. Voilà, c'est tout simple. Or, une garnison, c'est financé par qui? Qui paie les militaires? C'est l'État. C'est pareil si vous avez une ville universitaire d'État, vous comprenez que la ville sera animée par les fonctionnaires de l'État, il peut y avoir des hôtels à côté, des restaurants, tout ça. Mais si demain on ferme cette université, c'est fini. Donc, le financement de la dépense de l'État est nécessaire pour l'économie d'une nation. C'est nécessaire. Donc, ceux qui pensent que quand l'État sera financé par la création monétaire, ce serait la faillite. Non, c'est pas vrai. Que ce serait la ruine, la désolation. Non, c'est pas vrai du tout. Encore une fois, je précise, la Chine, hein, qui on dit première puissance économique mondiale aujourd'hui, elle financée par la budget, elle financée par la création monétaire. Le budget de l'État est financé par la création monétaire. La Chine, on peut tout faire. L'État chinois, on peut tout faire. Il ne gère que par sa population. Donc, l'État chinois dit, j'ai besoin de ma population en bonne santé. Donc, la santé est financée par l'État, à la hauteur de la disponibilité du travail. En Chine, on soigne la population. Et quand vous soignez la population n'est pas malade, elle peut travailler. Et on a compris en Chine que c'est le travail seul qui permet le développement. Chez nous, on fait l'inverse, à cause d'une idéologie néolibérale qui domine le monde dans lequel nous sommes, puisque nous sommes très influencés par le monde occidental. Ça, c'est vrai. Très influencés par le monde occidental. Donc, la plupart des économistes, parfois, quand ils m'entendent parler, ils pensent que je suis un affreux communiste. La Chine, on dit que c'est le parti communiste chinois qui dirige la Chine. Et voilà que la Chine fait des prouesses. Pourquoi? Parce qu'il y a des stratégies économiques, ils ont des stratégies politiques aussi, hein, en faisant le choix que le budget soit financé par la création monétaire, non pas la fiscalité. Et voilà. Ils utilisent maintenant la fiscalité, hein, pour réguler la masse monétaire. Donc, quand l'État se fait financer par la création monétaire, il n'y aura pas ce que les gens, ce mythe qu'on appelle l'inflation, il n'y aura pas ça. L'inflation, c'est la rareté, hein. C'est la rareté des biens achetés et non l'abondance de liquidité dans l'économie. Donc, c'est peut-être une transition que j'essaie d'ouvrir comme ça sur ces questions de monnaie et comment, pourquoi le mot là m'échappe, monnaie et je viens d'employer, mais vous m'excusez, hein, il arrive parfois comme ça que un certain nombre de mots, des mots comme ça nous échappent. Okay. On va continuer après. Si je me rappelle. Je comprends que c'est l'influence aussi de l'anglais sur votre langue française. Alors, Monsieur Yemi de Souza. Oui. Parfois, il m'arrive d'aller dans d'autres langues pour pouvoir récupérer ce que je dis. L'inflation, je vais parler d'inflation. Voilà. Création monétaire, l'inflation, il n'y a pas de relation en fait. La transition est très bien trouvée. On dirait que vous savez un peu plus les questionnaires que j'ai à vous poser aujourd'hui. On est sur le même diapason. Alors, Monsieur Yemi de Souza, l'accroissement massif global de la masse monétaire conduit-elle tôt ou tard inévitablement à l'inflation? Puisque quand je prends un peu vos explications, c'est pour ça que je pose au fait la question si ça conduit véritablement à l'inflation ou à une évaluation de la devise.
Ok. C'est une bonne question, parce que je peux donner l'exemple, je peux prendre l'exemple des États-Unis. Si demain on fait le ratissage de l'ensemble du dollar qui circule dans l'économie mondiale et on vient présenter ça à l'État américain serait en faillite. Voilà, tout simplement. Donc l'État américain, quand même, a mis dans sa constitution que la dette américaine peut être repudiée. Ils ont mis ça dans leur constitution. Et ils se sont protégés. Donc, tout ce qui détient le dollar aujourd'hui dans le monde, ils détiennent le dollar, mais l'État américain peut dire, mais je repudie ça. Je repudie, c'est repudie, il n'y a pas un c'est dans la loi. Ok, maintenant on va me dire, ben, comment est-ce qu'on va se faire payer? Si vous avez une armée aussi puissante que les États-Unis, l'armée américaine, alors là, vous pouvez peut-être leur faire la guerre, vous pouvez vous faire payer. Autrement, non. Maintenant, revenons à nos pays. Si à l'intérieur du Ghana, l'État ghanéen crée la monnaie, vous faites travailler les Ghanéens, qui dispose de moyens de coercition au Ghana pour obliger l'État ghanéen à prendre ses dettes? Personne. Si ce n'est l'État lui-même. Et surtout que quand l'État va créer la monnaie pour faire travailler les Ghanéens, c'est pour la prospérité partagée. Et je ne vois pas où est-ce que les gens vont se fâcher. Les gens ne vont pas se fâcher. Le Japon l'a fait. On dit, si vous êtes au Japon, la seule question qui est posée en matière de fiscalité, en matière d'endettement du pays, on dit, qui détient la dette japonaise? Ce sont les Japonais eux-mêmes. Donc, si vous devez de l'argent à votre enfant, vous n'êtes pas endetté, la famille n'est pas endettée. Voilà la logique. Donc, bref, le fait qu'il y a la croissance de la masse monétaire, de quelle masse monétaire parle-t-on? Si c'est du dollar, oui, c'est le problème des Américains, mais les Américains ont déjà dit, c'est notre monnaie, mais c'est votre problème. Ils ont mis dans leur loi que leur dette peut être repliée, c'est-à-dire que, voilà, ils peuvent ne pas accepter leur monnaie que vous leur présentez. Je rappelle que la Chine, par exemple, achète abondamment, ou bien acheté abondamment le bon du trésor américain. La Chine n'achète plus, n'achète plus le bon du trésor américain. Les excédents en devises en dollars des Chinois, et c'est ça qu'ils utilisent pour alimenter la guerre au Congo, surtout au Congo. Ils ramènent ces devises-là, ces dollars-là en Afrique. Et les Chinois ont compris que les dirigeants africains sont friands du dollar. Et donc, les Chinois viennent avec leur excédent du dollar. Ils disent aux Africains, on va vous prêter. Les dirigeants africains prennent ces dollars-là, ils les mettent sous leur lit, ou bien parfois ils les envoient encore, en Occident, garnir les comptes. Et donc, voilà. Ça peut vous dire que cette histoire d'accroissement massif de la masse monétaire mondiale va avoir des répercussions. Non, c'est pas vrai du tout. On a connu une période en 2005 où on a parlé de quantitative easing, assouplissement quantitatif en français. Et on a créé de la monnaie, hein, 1000 milliards, 2000 milliards, 2500 milliards d'euros, de dollars, pour soutenir les banques. Et pendant cette période, on n'a pas eu l'inflation. On n'a pas eu de problème. Le problème que le monde occidental rencontre aujourd'hui est dû à leurs propres sanctions à la Russie. Hein. Quand ils disent aux Russes, sanctions, ils ont bloqué l'argent russe, ils auraient pu laisser l'argent russe, puisque l'argent russe en devise qui existait dans leur banque, les Russes n'utilisent même pas. Ils allaient continuer toujours pas à bénéficier de l'énergie russe pour continuer pas à produire chez eux. Mais ils se sont tirés une balle dans le pied et aujourd'hui, ils n'ont plus accès à l'énergie russe. Comme ils n'ont plus accès à l'énergie russe, ils sont obligés de passer par l'Inde. L'Inde va acheter l'énergie russe et leur revendre. Donc, c'est plus cher pour eux et donc la production est plus chère. L'Europe même va acheter jusqu'à acheter les gaz de schiste américaines qui leur coûtent plus cher. Donc la production, si vous allez aujourd'hui au niveau de l'Allemagne, vous allez voir que l'économie allemande, qui est la première économie européenne, souffre beaucoup. Parce que vous voyez, les Américains eux-mêmes, ils ont par exemple des centrales nucléaires qui utilisent les combustibles produits en Russie. Et ils en souffrent. Parce que même ils ont dit, voilà, ils ont imposé des embargos aux Russes. Au même moment, il y a des vérités vis-à-vis de la Chine. Et les Chinois aussi, ils ont compris qu'il ne faut plus tellement vendre aux Américains. Et ils disent, mais quand vous vendez aux Américains, vous vendez en dette. C'est la dette. Et que par conséquent, ils ne veulent plus vendre aux Américains. Du coup, les prix des choses aussi augmentent un tout petit peu aux États-Unis. Donc bref, voilà l'autre aspect de la chose, quoi.
Avec vous, je veux aborder également le cas de l'inflation. Je viens de poser une question en lien avec la monnaie. Alors, quand on prend le cas des États-Unis, est-ce que l'inflation sera-t-elle tôt ou tard à contrôler, difficile à contrôler, si les taux restent toujours et artificiellement bas? Ok, le taux d'emprunt aux États-Unis, euh, encore une fois, c'est une idéologie. Tout d'abord, commençons par le taux directeur de la Banque centrale. La Banque centrale n'a pas vocation à se faire de bénéfices. Pourquoi il y a le taux directeur de la Banque centrale n'est pas zéro? C'est une question idéologique, c'est une question. euh, enfin, on peut réfléchir sur ça ensemble, quoi. Les taux directeurs de la Banque centrale, parce que la Banque centrale n'a pas vocation à se faire du pognon. C'est elle qui crée la monnaie. Ouais, elle n'a pas besoin de vocation à se faire du pognon. Donc, le taux directeur de la Banque centrale est zéro. Maintenant, au nom de quoi on fixe le taux directeur à non, au nom de quoi on fixe le taux d'emprunt à 2%? Aux États-Unis, on tient compte des critères de la crédibilité du client. Si vous avez un bon crédit score, là, vous allez avoir un taux relativement. Non, okay. Je connais des gens qui achètent leur voiture à taux zéro. Ils n'ont jamais acheté une voiture à autre que 0%. Voilà. Donc, bref, c'est une question de crédibilité. Maintenant, c'est pas parce que moi j'achète ma voiture à taux zéro que l'autre aussi peut acheter sa voiture à taux zéro. Et c'est pas parce que aussi les taux d'emprunt sont bas que il y a l'inflation. Parce que j'entends souvent les gens dire que non, il faut relever le taux d'emprunt pour empêcher les gens de disposer de capitaux et par conséquent, il y aura moins de demandeurs de biens et par conséquent, voilà, on peut relancer l'économie comme ça et que c'est comme ça qu'il y aura le prix des choses vont diminuer. C'est pas vrai du tout. Parce qu'il n'y a que la rareté qui crée, et c'est-à-dire l'offre et la demande, c'est-à-dire c'est la rareté qui crée la cherté des trucs, quoi. Mais une chose est rare et ça coûte cher. On va quand même pas me dire qu'aux États-Unis, il n'y a plus de gens pour construire, par exemple, des maisons. J'ai entendu certains de mes amis qui ont acheté des maisons récemment dire que le taux est très élevé, 6 à 7%. Alors, il y a quelques années cela, on pouvait acheter une maison à 3-4% maximum, 3,75%. Je dis, ouais. Donc, c'est pas qu'il n'y a plus de gens ici pour construire des maisons. Il y a des gens qui veulent construire des maisons, mais voilà, on ne permet plus. C'est toute une question de politique, c'est une question de stratégie. C'est ceux qui dirigent le pays qui font le choix économique et les orientations économiques qui pénalisent les uns et les autres. Donc, encore une fois, la rareté est organisée. Il y a même un pays que j'ai connu, le Venezuela, où on organisait la rareté en ce sens que, c'est ce que je dis est documentaire, pour déstabiliser l'État vénézuélien, on encourageait les agents économiques vénézuéliens, quand l'État met à leur disposition les devises pour importer des biens, ils importent des biens, parfois ils détruisent des biens-là, et donc ils créent la rareté sur le marché. Ou parfois, ils ne mettent pas tous ces biens-là en circulation pour que les gens puissent l'acheter, donc il y a la rareté de ces biens-là, donc les prix augmentent. Et on a fait ça pour déstabiliser l'économie du Venezuela, c'était organisé depuis l'extérieur. Ouais. Mais il s'est fait que dans nos pays comme aux États-Unis, c'est qu'il y a un monde, il y a un lobby très puissant financier qui organise la vie économique dans un sens comme dans l'autre. J'espère qu'avec l'arrivée de Trump, les choses vont aller dans le bon sens. C'est ce que j'espère. Alors, il y a une question fondamentale qui est sur la table de tous les dirigeants, surtout quand on parle de l'Afrique, de notre Afrique. Monsieur Emi de Souza, on parle du franc CFA, on parle du franc congolais, on parle donc en termes du franc, et il y a l'euro à côté, il y a également le dollar. Quels sont ces États qui sortiront perdants ou gagnants de cette guerre de monnaie? Donc, la guerre de monnaie n'a lieu que si vous choisissez y participer. Il n'y a pas de guerre de monnaie avec le yuan chinois. Non. Les Chinois, ils ont leur monnaie, c'est eux qui contrôlent la valeur de leur monnaie. Et beaucoup de gens ne savent pas. Le yuan chinois est de parité fixe avec le dollar, avec un tunnel de fluctuation de plus ou moins 2. C'est tout. Donc, ils excluent la possibilité de spéculer avec leur monnaie. Voilà. Et ils ont fait ce choix, ils ont imposé le contrôle de capitaux, voilà, et ils ont fait ce choix. Et si vous voulez aller dans la logique de guerre de monnaie, ça c'est un choix politique encore une fois. Mais souvent en Afrique, on a mis à la tête des États africains,
ou bien on a les économistes africains qui conseillent nos dirigeants, la plupart viennent de la Banque mondiale et donc de cet aspect de finance mondiale où ils sont en mission pour leur maître extérieur, quoi, pas pour les États africains. Est-ce que vous me voyez, moi, il y a des conseillers intelligents africains, et puis son pays va aller mal? Non, il ira pas mal. Mais non, il ne va pas aller mal. Parce que on va tout de suite mettre sur la table ce qui marche ailleurs. Qu'est-ce qui marche ailleurs? Il y a deux pays qui ont pratiquement la même population, la Chine et l'Inde. Pourquoi l'Inde est pauvre malgré sa population jeune et dynamique? Pourquoi la Chine, qui a une population vieillissante, se construit? Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des choix économiques et monétaires totalement divergents. Tout est question de choix politique. Je sais ça dessus. Tout est question de choix politique. Monsieur Yemi de Souza, que répondez-vous à ceux qui disent que si par exemple nous sommes toujours à cette étape, cela dépend de vous, les enseignants-chercheurs, surtout vous qui êtes économistes? Oui, je suis d'accord avec. Vous savez, il m'était arrivé parfois peut-être dans un essai de colère en disant que Morons, économistes qui conseillent nos dirigeants. Parce que c'est eux les premiers responsables. Et j'entends souvent dire que Faure Gnassingbé, c'est un libéral, d'accord, mais il est influencé par son conseiller économique. Moi, si je suis conseiller économique de Ibrahim Traoré au Burkina, écoutez, le mec, il a la popularité, il a le soutien populaire, il a déjà des bonnes idées économiques, mais ce qui manque chez lui, c'est qu'il a besoin d'un économiste qui va lui dire il faut quitter le franc CFA, il faut battre moins. C'est avec votre propre monnaie que vous pouvez tout faire. Jusqu'aujourd'hui, l'économiste en charge du conseil du chef de l'État burkinabé est convaincu que, ou bien tout moins, il influence le chef d'État burkinabé à se maintenir dans la logique de la création de la fiscalité pour financer l'économie du Burkina. Du coup, le pays est en difficulté. Le pays est en difficulté, alors que le pays parvient déjà à contrôler une bonne partie, une grande partie de ses revenus en devises étrangères. Et c'est de ça qu'il s'agit. Une fois que vous avez la main sur votre revenu en devises étrangères, vous pouvez faire tout avec. Et donc, l'économie interne, vous l'organisez selon vos besoins. Le besoin du Burkina, ce n'est pas savoir qu'on a besoin de 500 salles de classe. Dans telle région, mais on ne va pas le faire parce qu'on va dire qu'il n'y a pas l'argent. Non. La question qui doit être posée, est-ce qu'il y a des populations capables de travailler? S'il y en a, on crée la monnaie pour les faire travailler. Leur travail va donner de la valeur à la monnaie. Et n'oublions pas qu'à chaque fois que l'État dépense 100, avec rien que la TVA, hein, le 18%, quand l'État dépense 100, il reprend l'instantané 15-25. Et si le reste, 84-75, là, change encore de portefeuille, l'État va encore reprendre quelque chose de 12. Vous pouvez remarquer que si l'État organise le changement de portefeuille de monnaie d'une main à l'autre, et que les gens puissent, les acteurs économiques puissent échanger rapidement, l'État en dépensant 100 dans une seule journée, l'État peut récupérer 50. Une seule journée. Une seule journée, l'État, lui, dépense ça et paie un entrepreneur. À 100, tout de suite, cet entrepreneur, il va payer ses fonctionnaires, il va payer. L'État, en organisant ça, il change de main. Je donne un exemple concret. Il y a un document que je vais résumer comme ça. Il y a quelqu'un qui va dans une région et il a besoin d'une chambre d'hôtel. Il va voir la dame de l'hôtel, il dit ben, je vais faire réservation et puis il paie la dame 100 euros, bien 100 dollars, bien 100 francs. En payant la dame 100 francs, la dame de l'hôtel a pris les 100 francs. Et la dame de l'hôtel s'attendait à mettre l'argent dans sa caisse quand un homme rentre et lui dit mais madame, vous vous rappelez que je vous ai pâtissier, je vous ai fait le gâteau pour l'anniversaire de votre enfant. Et c'est combien? La dame lui demande, mais c'est combien? Il dit mais c'est 100. Donc la dame, les 100 qu'il vient de prendre à la personne qui vient de faire la réservation au niveau de l'hôtel, il remet ça au pâtissier. Le pâtissier sort, il tombe sur sa dentiste et il dit mais madame la dentiste, je vous dois de l'argent. La dernière fois quand j'étais chez vous, je ne vous ai pas payé. Il dit c'était combien? C'est 100. Il remet les mêmes 100 hein, au médecin dentiste. Le médecin dentiste va chez son garagiste et puis il dit mais j'ai fait vidange ici la dernière fois, je vous dois combien? Il dit 100. Il remet 100 au garagiste. Le garagiste vient voir, son fournisseur vient le voir le même jour, il dit mais je vous dois de l'argent, combien je vous dois? Il dit 100. Il remet les 100 au même fournisseur. La même monnaie 100 qu'on a pu utiliser au niveau de l'hôtel, c'est ça qui circule comme ça. C'est ça qui permet de régler les dettes. Et le fournisseur, il prend les 100 et voilà, il se rend compte qu'il ne peut pas quitter la nuit là.
ne peut pas quitter parce qu'il fait tard. Donc, il va à l'hôtel de la ville et il arrive à l'hôtel et puis il dit à l'hôtelier, mais j'ai besoin d'une chambre. Ah, la dame lui dit, mais je suis désolé, il n'y a plus de chambre. La personne qui était là le matin et qui a fait la réservation, elle a fini ce qu'elle a voulu, ce pourquoi elle était là dans la ville. Elle a fini et elle partait. Elle dit, mais moi, madame, je suis revenu, hein, si moi, je n'ai plus besoin d'utiliser ma chambre ce soir, mais si vous pouvez donner ma chambre à ce monsieur, c'est bon, il peut utiliser ma chambre. Donc, le gars, le fournisseur du mécanicien, remet les 100 au concierge. Et le concierge il prend le 100 là, qui remet à la dame qui était là le matin pour faire la première réservation. Et mais la dame prend les 100 et puis dit au concierge, mais c'est une fausse monnaie. C'est une fausse monnaie. Et pourtant, cette fausse monnaie quand même a permis aux acteurs économiques de régler leurs dettes. La dame de l'hôtel ne doit plus au pâtissier. Le pâtissier ne doit plus à sa dentiste. Le dentiste ne doit plus à son garagiste et le garagiste ne doit plus à son fournisseur. C'est pour vous dire tout simplement que si l'État crée monnaie et organise l'échange de portefeuille, l'échange de monnaie de portefeuille, l'État va gagner. C'est tout ce que l'État a besoin de faire en Afrique. Et n'oublions pas que quand j'ai donné cet exemple, on n'a pas parlé de la TVA. À chaque fois qu'on a échangé 100, en principe, l'État prend 18%, n'oublions pas. Que la monnaie soit vraie ou faux, que le premier qui est venu au niveau de l'hôtel avait donné les 100, l'hôtelier, le conseil est tenu de verser les 18% la part de la TVA à l'État, parce que ça ne lui appartient pas. De la même manière, quand il a payé le tapissier et le pâtissier est tenu de verser la part de la TVA à l'État. Le pâtissier, quand il paie le truc là, il paie le dentiste, la dentiste est tenue de verser la part de la TVA à l'État. Quand la dentiste va payer son garagiste, dans la même journée, lui aussi, il va donner sa part à l'État. Quand le garagiste va payer son fournisseur, le fournisseur est tenu de verser sa part à l'État. Vous comprenez combien l'État a gagné dans la même journée en émettant, par exemple, les 100 qu'il a remis à la première dame qui est venue faire l'opération au niveau de l'hôtel en réservant. Admettons que la première dame qui était à l'hôtel était un agent de l'État qui est venu faire une inspection dans la région et il doit repartir. Voilà. Vous comprenez que quand l'État crée monnaie, il peut changer la vie des gens. Il peut faire bouger l'économie. Et voilà. Encore deux petites questions pour mettre fin à ce numéro de notre émission Avis de la diaspora. Monsieur Émile de Souza, est-il probable que tôt ou tard les marchés financiers prennent en compte les dangers inflationnistes induits par la politique monétaire des banques centrales? Ça dépend dans quel monde on est. Moi, je ne veux pas qu'on reste dans le monde des marchés financiers. Moi, je veux qu'on sorte de ce monde. Pour preuve, la Chine n'est pas dans ce monde. Et la Chine se développe et fait leur jeu. Hein. Il n'y a pas un marché boursier en Chine. Quand quelqu'un viendra vous dire ça, il faut dire que c'est menti parce que les gens pensent qu'il y a un marché boursier en Chine où on peut aller spéculer. Non, ça n'existe pas. Vous spéculez en Chine, vous vous retrouvez en prison. Les gens disent que le yuan chinois fluctue. Oui, ça fluctue, mais sur leur plateforme. C'est eux qui décident de la fluctuation. Je viens de dire que le yuan chinois est de parité fixe avec le dollar, avec dans un tunnel de plus ou moins 2. C'est eux qui décident de ça. Donc, bref, j'espère que nos pays ne vont pas rester pour longtemps dans ce monde financier avec les conséquences désastreuses qu'on peut avoir. Mais ces conséquences désastreuses seront aussi des choix politiques. Parce que quand on dit par exemple qu'un pays en dette, au fait, ça n'existe pas. Un pays en dette, ça suppose qu'un pays est vidé de sa population. Ouais. Donc, si aussi longtemps qu'un pays a sa population, le pays ne peut pas être en difficulté en principe si les dirigeants organisent effectivement la vie économique du pays. Donc, ce danger dont vous parlez, moi je pense que ce danger n'existe que dans le monde et parfois aussi même dans l'esprit des gens. Encore une fois, c'est pas cruauté qu'on laisse mourir des gens de manque de soins et de faim. C'est pas cruauté. Ce n'est pas que l'argent manque, mais c'est qu'on refuse de faire travailler les gens pour que les gens puissent avoir accès à des soins économiques. Et avoir accès à des soins de santé, par exemple.
C'est un exemple concret de l'aspect économique. Quand on dit ce pays, on ne peut plus soigner des gens, ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de médecins. Ce n'est pas parce qu'on ne peut plus produire des médicaments, mais c'est que les gens ont fait le choix que ça ne soit plus ainsi. Je donne un exemple concret. Il y a un produit médical, un médicament français qu'on appelle Doliprane. On veut délocaliser la production de Doliprane aux États-Unis. On a vendu la licence aux Américains. Et il y en a qui crient au scandale en France. Ils ont raison. Doliprane, c'est un produit que les Français utilisent. Pourquoi on veut délocaliser? On remet la licence à quelqu'un d'autre alors qu'on en a besoin. On a fait ça avec Alstom, qui produisait des centrales à gaz. Et on a vendu des turbines à gaz, un champion du monde. Ils ont mis ça, ils ont remis ça aux Américains, et les Américains, ils n'utilisent pas ça, parce qu'on a voulu créer sur le marché cette rareté. C'est une volonté politique. Qui sont ceux qui l'ont fait? Ce sont des idéologues, les camps Macron. Et si, par exemple, c'est le cas Mélenchon qui dirige la France, ils ne vont jamais le faire. Mais est-ce que vous voyez? Donc, c'est une question de volonté politique. C'est un choix délibéré. Que les gens meurent de faim ou que les gens manquent de soins de santé est un choix délibéré. C'est une volonté politique. Ce n'est rien d'autre. Ce n'est pas de l'économie. Si ce n'est que de la volonté politique, de la cruauté parfois, de la méchanceté. Parce que ce que les gens ont d'excédent, c'est ce qui manque aux autres. C'est ce qui manque aux autres. Donc, c'est un choix politique. Et il faut que quelqu'un organise ça, il faut que quelqu'un autorise ça. Et ceux qui dirigent, ceux qui ont le pouvoir, c'est eux qui organisent ça, c'est eux qui permet ça. Donc, ce risque n'insiste pratiquement pas. Il n'y a pas de volonté politique. Nous sommes à la fin donc de ce numéro de notre émission Avis de la diaspora. Il nous reste beaucoup de questions, mais le temps est contre nous. Monsieur Emi de Souza, quel est votre message pour une prise de conscience selon vous et votre conclusion pour ce numéro de notre émission? Les États africains, ils doivent imposer ce qu'on appelle le contrôle de capitaux. Le contrôle de capitaux, ils doivent imposer ça. Ils doivent avoir une monnaie qu'ils doivent définir eux-mêmes. Et cette monnaie doit servir à réguler l'activité intérieure. La monnaie nationale ne sert pas à importer. Ceux qui disent ça sont les menteurs. Il y a des pays comme l'Éthiopie, le Maroc, qui font des miracles. Pourquoi? Parce qu'ils contrôlent leur monnaie. L'Éthiopie, qui est un petit pauvre, a plus de 100 Boeing aujourd'hui. Fait des miracles. L'Éthiopie a pu financer sa centrale hydroélectrique sur fonds propres, 4 milliards de dollars. Pourquoi? Parce qu'ils ont imposé le contrôle de capitaux. Si vous êtes en Éthiopie, vous ne pouvez pas faire Western Union, faire sortir de l'argent. Non, vous devez avoir une autorisation. Vous êtes séparé au Maroc. Le Maroc est devenu le premier acteur économique de la zone franc CFA, achetant toutes les banques. Pourquoi? Parce qu'ils ont une monnaie, un système monétaire qui leur permet. Il est vrai que tous les paroses en Éthiopie, tous les paroses au Maroc, parce que parallèlement à ce que leur politique monétaire est bonne, leur politique économique n'est pas bonne, en ce sens que ces pays ne se font pas financer par la création monétaire, mais pas la fiscalité. Donc, ce que je demande aux Africains, c'est de prendre en compte le système monétaire de l'Éthiopie et du Maroc, mais en finançant le budget de l'État par la création monétaire. Simple. La fiscalité, les impôts, les taxes viendront réguler l'activité économique. En ce sens que l'État peut avoir les marges pour tout financer à la hauteur de la disponibilité des travailleurs. On ne peut pas avoir des populations jeunes capables de travailler et on ne peut pas avoir des besoins et puis on ne va pas les satisfaire. C'est une aberration. Je vous remercie. Merci infiniment à tous et à chacun de vous et surtout à vous, notre invité de ce jour, Monsieur Emi de Souza, économiste, stratégiste et enseignant-chercheur. Vous êtes aux États-Unis. Nos portes sont ouvertes à tous ceux qui veulent contribuer donc à l'édification de notre Afrique pour que l'Afrique soit meilleure. L'Afrique d'abord, c'est ça sur Afro Web TV. On se retrouve pour un autre numéro avec le même plaisir. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Monsieur Emi de Souza. Merci à vous aussi, Monsieur Moïse. Yeah, bye.